Les peines de mort prononcées au Nigeria augmentent au moment où plusieurs pays d'Afrique subsaharienne font au contraire des efforts pour l'abolir, affirme Issa Sanusi, porte-parole d'Amnesty International au Nigeria. Bien que la sentence soit rarement exécutée, Issa Sanusi déplore que des milliers de personnes soient dans le couloir de la mort dans ce pays. Amnesty souligne que la situation des droits de l'homme au Nigeria est horrible. L'ONG internationale de défense des droits de l'homme note que des cas de violation que sont la torture et les exécutions extrajudiciaires sont enregistrés tous les jours en raison notamment de l'insécurité. Amnesty révèle en outre que les responsables de ces actes se retrouvent aussi bien parmi les officiels qu'au sein des différents groupes armés. L'enquête réalisée par Amnesty International accuse le gouvernement d'être le principal responsable de la détérioration de la situation sur le territoire. L'ONG se dit tout de même confiante quant à la volonté des autorités de travailler pour réduire les cas d'exactions commises à travers le pays. 4 kamikazes de Boko Haram ont été tués dimanche soir par les forces de défense et de sécurité à Diffa-ville, à côté de la société nigérienne des dépôts pétroliers. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source municipale. Il n'y a pas de doute, les dépôts de la Sonidep, où sont stockées les réserves d'hydrocarbures de la région, étaient bien leur cible. Heureusement qu'ils ont été stoppés à temps, a affirmé un élu. C'est le deuxième attentat suicide déjoué en quelques heures dans cette ville de 200 000 habitants située à quelques kilomètres de la frontière du Nigeria, berceau de Boko Haram. Selon l'élu, 2 éléments présumés de Boko Haram ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à mener une attaque vraisemblablement contre une église de la ville. Des ceintures d'explosifs ont été saisies lors d'une perquisition d'un domicile qu'ils ont indiqué aux policiers. Mi-avril, la ville a déjà été frappée par une attaque d'envergure des djihadistes contre la caserne centrale de la gendarmerie et des domiciles privés qui a fait un nombre indéterminé de morts. Écoles et marchés ont alors été fermés plusieurs jours pour prévenir d'autres attaques. En juin 2018, 3 kamikazes avaient fait exploser leur ceinture d'explosifs en différents endroits de la ville, tuant 6 personnes. Fin mars 2019, au moins 10 civils ont été tués dans un attentat suicide et une attaque de Boko Haram dans la ville garnison de Ngigmi, située au nord de Diffa. La région de Diffa est le théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram. Des combattants présumés de la faction de Boko Haram affiliés au groupe État islamique ont attaqué en tout 4 bases militaires entre vendredi et dimanche, d'après des sources au sein de l'armée et d'une milice. Le bilan humain de ces attaques survenues dans l'état du Borno au nord-est n'était pas disponible dans l'immédiat. Dimanche déjà, les assaillants ont échoué à s'emparer d'un camp dans la ville de Dikwa. Précédemment, tard samedi soir, les djihadistes avaient fait irruption dans une base de la ville de Marthe, à 40 km de là, chassant les forces armées après des échanges de tirs prolongés. Dans la foulée, ils ont pillé les lieux, emportant les armes abandonnées par les soldats en fuite, avant de mettre le feu à la base. Les soldats se sont repliés sur Dikwa. Sur leur chemin de retour vers le lac Tchad, les insurgés ont mis à sac une autre base dans le village de Kirenoa, à 30 km de Marthe. Les soldats de Kirenoa ont été évacués à Dikwa après l'attaque. Les djihadistes ont vraisemblablement lancé ces attaques à partir de leur enclave de la région du lac Tchad, où l'armée nigériane a intensifié ses attaques aériennes contre les camps de cette faction affiliée au groupe État islamique. Jean-Pierre Bemba Lès, chef de guerre et opposant congolais, a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux son retour en République démocratique du Congo pour le 23 juin prochain. Mes chers compatriotes, c'est avec joie et enthousiasme que je vous annonce mon retour à Kinshasa le dimanche 23 juin 2019 à 10h. J'ai hâte de vous retrouver pour que nous puissions ensemble renforcer l'unité de vue et d'action pour un Congo prospère, peut-on lire sur son compte Twitter.
Mais il n'a pas précisé le rôle qu'il entend jouer face au président Félix Tshisekedi, qui doit désigner un gouvernement en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Prenez votre mal en patience. Le président Bemba se prononcera clairement sur sa position dans l'actuel rapport de force politique congolais, a déclaré une proche politique de Jean-Pierre Bemba, Eve Bazaiba. L'annonce du retour de Jean-Pierre Bemba intervient après le retour des îles de Moïse Katumbi, qui veut incarner une opposition républicaine et exigeante au président Félix Tshisekedi. Depuis son acquittement en juin 2018 dans le dossier des crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique, Jean-Pierre Bemba n'est rentré qu'une seule fois au Congo pour déposer sa candidature à la présidentielle, une candidature qui avait été invalidée. Fils d'un riche homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba, qui vit actuellement en Belgique, possède en République démocratique du Congo notamment des plantations et des biens immobiliers. Depuis lundi à 21h, la ville a été attaquée par les rebelles. Tôt ce matin, les affrontements ont repris dans la partie sud-est de la ville. Pour l'instant, le bilan provisoire est de 12 civils tués par machette et arme à feu, a déclaré le maire adjoint Modeste Bakwana Amaha. D'autres sources parlent de 11 morts. Un rebelle a été tué par l'armée, a ajouté le maire adjoint. 2 soldats ont également été tués selon le chef du quartier Wangoma et un motard. Des centaines de civils ont été massacrés dans la région de Béni depuis octobre 2014. Les tueries sont généralement attribuées à la milice des forces démocratiques alliées ADF. Il s'agit historiquement de rebelles musulmans ougandais qui se sont repliés et ont fait souche dans cette partie du Nord Kivu depuis plus de 20 ans. La tuerie dans la partie sud-est de la ville de Béni a provoqué la colère de la population. Les conducteurs de taxi-moto sont descendus avec le corps de 2 de leurs collègues. Arrivés au rond-point Nianwissi, ils ont pris la direction de la mairie avec les 2 cadavres, a déclaré le président de la société civile, Kizito Bianji. Les activités sont paralysées. La route principale est de surcroît barricadée par la population. La ville de Béni a été l'un des premiers foyers de l'épidémie Ebola qui a été déclarée le 1er août. L'épicentre s'est depuis déplacé vers Butembo, à une 50aine de kilomètres, où des personnels soignants ont été tués ou menacés par des hommes armés non identifiés. Macky Sall avait en juin 2012 confirmé la décision de son prédécesseur Abdoulaye Wade d'attribuer à la société Timis Corporation de l'homme d'affaires australo-roumain Franck Timis, alors que ce dernier était sans expérience dans le secteur, l'exploitation de 2 champs pétroliers et gaziers au large du Sénégal. Dans un reportage diffusé dimanche, la BBC affirme que Timis Corporation a secrètement versé 2 ans plus tard une prime de $250 000 à Agritrans, une société contrôlée par Aliou Sall, frère cadet de Macky Sall. Engagé par le groupe Timis après l'arrivée au pouvoir de son frère, Aliou Sall a bénéficié d'un salaire de $25 000 par mois selon la BBC jusqu'à sa démission en octobre 2016 après des critiques de l'opposition sur un possible conflit d'intérêts. L'enquête de la BBC vient mettre à nu l'opacité et l'absence de transparence qui ont entouré les négociations et transactions dans cette affaire. Le mouvement citoyen Y en a marre s'en est indigné mardi, exigeant qu'Aliou Sall démissionne de ses responsabilités pour se mettre à la disposition de la justice. Aliou Sall, qui a annoncé son intention de porter plainte contre la BBC pour diffamation, s'est défendu lundi en déclarant totalement fausses les affirmations de BBC. En effet, la découverte d'importantes réserves gazières et pétrolières au large du Sénégal, dont l'exploitation devrait commencer d'ici à 2021-2022, suscite espoir et convoitise dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans un message lu à la télévision nationale ce mercredi, Abdel Fattah al-Burhan, le chef du Conseil militaire de transition, a déclaré qu'il était ouvert aux négociations sans restriction, sinon celle de l'intérêt national pour fonder un pouvoir légitime qui reflète les aspirations de la révolution des Soudanais. Cependant, le mouvement de contestation restait déterminé ce mercredi à poursuivre la mobilisation, rejetant l'appel à des élections par les militaires au pouvoir. Des coups de feu se sont également fait entendre par intermittence dans les rues de Khartoum, où la répression de la contestation sur ordre du Conseil militaire
a fait au moins 60 morts depuis ce lundi, selon un communiqué de médecins proches des manifestants. Depuis la dispersion par la force du sit-in devant le QG de l'armée dans la capitale, les condamnations internationales se sont succédées. Ce mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos. Et lors de la réunion, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont fait circuler un communiqué qui appelait les militaires au pouvoir au Soudan et les manifestants à continuer à travailler ensemble vers une solution consensuelle à la crise. Mais la Chine a fermement rejeté ce test et la Russie a insisté pour attendre une réponse de l'Union africaine, ont indiqué des diplomates. L'armée française a parallèlement mené du 20 mai au 3 juin une opération d'ampleur avec l'armée burkinabé dans le nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Gourma malien. Après avoir observé un mouvement suspect d'une quinzaine d'individus au nord de Ndaki, dans le Gourma, l'armée française a lancé une opération rassemblant la composante aérienne, les groupes commando et le groupement tactique aérocombat de la force Barkhane, détaille l'état-major dans un communiqué publié en ligne. Une dizaine de terroristes a été mise hors de combat et une quantité importante de ressources a été saisie, dont plusieurs motos et de l'armement individuel. Parmi les groupes actifs dans la zone de Ndaki figurent l'État islamique au Grand Sahara et Ansarul Islam, accusés de semer la terreur dans le nord du Burkina Faso. En parallèle, 450 militaires de la force française Barkhane ont mené fin mai, pendant près de 2 semaines, une opération conjointe majeure avec les militaires burkinabés dans le nord du Burkina. Le nord du pays est en proie depuis 2015 à une spirale de violence dont les autorités semblent incapables d'enrayer la propagation. La crise humanitaire et le déplacement de personnes en cours dans les zones anglophones du Cameroun est la plus négligée au monde, révèle dans un communiqué l'ONG Conseil norvégien pour les réfugiés présente dans le pays depuis 2017. L'organisation estime qu'il faut en finir avec cette paralysie de la communauté internationale, car selon elle, chaque jour que dure ce conflit, la rancœur se renforce et la région se rapproche dangereusement d'une guerre sans messie. Fin mai déjà, 9 ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont accusé le Conseil de sécurité de l'ONU d'avoir en grande partie gardé le silence sur la crise. Mardi, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'est dit profondément préoccupé par la détérioration persistante des conditions de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans un rapport, le secrétaire général a aussi déploré la situation alarmante des droits de l'homme dans les 2 régions, notamment le fait que la violence et les abus sont apparemment perpétrés tant par les forces gouvernementales que par les groupes armés. Fin 2017, après 1 an de protestation, des séparatistes qui militent pour la création d'un État indépendant ont pris les armes contre Yaoundé. Depuis, ces régions sont le théâtre d'un conflit armé qui n'a cessé de prendre de l'ampleur.